Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Aitisez-vous. Aitisez-vous, comme vous le savez, c'est le nouveau concept d'Aitis le podcast avec un concept très simple. Je reçois ainsi une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons, soit qu'elle ait marqué celle-ci par son actualité, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant la période, ou bien encore qu'elle veuille simplement partager sa passion pour les années 80. Alors comme le veut la tradition, je vais laisser l'invité se présenter. Nom, prénom, date et lieu de naissance et profession, s'il vous plaît. Alors, Laperrière Sébastien, né le 30 juin 1977 à Chambéry, et profession e-commerçant. Eh ben Sébastien, merci d'avoir répondu à notre appel. Donc, comme tu viens de le dire, tu es né en 1977, donc exactement dans la période qui nous intéresse ce soir, puisque 1977, tu as connu les années 80 dans leur intégralité. Alors, à l'âge de 3 ans, on se souvient peut-être pas de tout, mais en tout cas... Non, j'ai pas, oui. Les tout premiers souvenirs, non, j'aurais peut-être pas tout, mais... Voilà, bon, on va essayer de remuer tout ça pour essayer de raviver ces beaux souvenirs. Donc, tu nous as précisé que tu étais un e-commerçant. Donc, est-ce que tu peux nous définir le terme de e-commerçant ? Puisqu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas cette profession apparue finalement il n'y a pas si longtemps, quoi. Oui, donc e-commerçant, donc commerçant on connaît, c'est facile, mais le i c'est un e qui se rajoute avant, qui veut dire en fait e-commerçant parce que je tiens une e-boutique, donc une boutique en ligne sur internet. Alors justement, c'est le moment de nous parler un peu de ton parcours et de ton actualité. Qu'as-tu fait avant de devenir e-commerçant et surtout, parle-nous un peu de ton projet d'e-commerce. Alors moi j'ai eu un parcours professionnel plutôt dans le domaine du tourisme, où j'ai travaillé dans des hébergements touristiques, offices de tourisme, musées, qui m'a amené à différents endroits, Madrid, Dublin, Paris, et puis j'ai atterri à Saint-Claude dans le Jura où j'ai décidé à l'aube de la quarantaine un petit peu de me reconvertir et de créer donc une e-boutique qui est spécialisée sur les décalcomanies pour enfants. Alors, les décalcomanies pour enfants. Je dois dire que, à titre personnel, le fait donc de suivre un peu ton projet par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe Yetcha m'a remémoré effectivement cette activité qu'on a, à mon avis, à peu près tous pratiquée dans nos jeunes années, qui sont effectivement les décalcomanies. Alors, toi, tu as lancé ton site qui commercialise principalement, mais pas que, mais ça, je pense que tu vas nous en parler également. Le cœur du site reste avant tout les décalcomanies. Pourquoi la décalcomanie et pourquoi cette marque et voilà, explique-nous un peu quand est-ce qu'est né le projet, est-ce que tu as mis longtemps pour mener à bien cette aventure, parce que c'est quand même, je pense, une aventure, tu vas nous le confirmer. Oui. Et surtout de nous parler un peu justement de tes perspectives pour toute cette activité. Alors écoute, les décalcomanies, comme je dis souvent, moi je suis tombé dans la décalco marmite quand j'étais petit, et comme toi, j'en ai fait, j'ai passé des heures sur ces décalcomanies. Petit préambule pour les auditeurs tout le monde en a fait, mais... J'allais te le dire, précise-nous un peu quel type de décalcomanie et... C'est peut-être bien de... Alors en fait, en France, on a connu, on va dire, 3 formes de décalcomanie qu'on va retrouver donc sur mon e-boutique. Les premières, qui étaient plutôt dans les années 50, 60, qui étaient les décalcomanies à l'eau, qui sont d'ailleurs très bien présentées et illustrées dans la célèbre chanson de Richard Gottener, Le Mambo du décalco. Donc ces décalcomanies, en fait, c'était des petits motifs qu'on trempait dans l'eau et qu'on faisait glisser pour coller sur son frigo, sur son vélo ou en général, partout où les parents ne voulaient pas, quoi. Ouais, j'en ai fait de ça, je me souviens de ce truc-là. Ouais. Donc ça, c'était, première génération. Ensuite est arrivé un peu plus tard, dans les années 70, 80, ce qu'on a appelé les transferts ou les décalcomanies à sec, où là, le principe était donc une feuille de motif transparente et qu'on grattait avec un crayon, avec une pièce, et on disposait tous les motifs et personnages sur une planche de décor qui était fournie avec. D'accord. C'est plutôt ces décalcomanies-là que j'ai pratiquées enfant. Et puis la 3e génération de décalcomanie qui existe aujourd'hui et qui est bien à la mode depuis 2 ans, c'est tout simplement tout ce qui est tatou et tatouage temporaire, où c'est le même principe, quoi. Mais alors c'est quoi ? C'est comme les malabars, tu veux dire ? Oui, c'est ça, ouais. Tu frottes avec une éponge et t'appuies et t'attends... C'est imprimé à l'envers, on humidifie et puis on attend 20-30 secondes et puis on se met ça sur la peau et voilà. D'accord. Donc ça, c'est de la décalcomanie aussi, quoi. Mais sous une autre forme. Voilà. Eh ben écoute, merci pour ces précisions. Alors,
comme tu nous le disais, toi, tu t'es, on va dire, plus spécialisé dans le deuxième type, donc les décalcomanies à sec. Oui, tout à fait. Mais par l'intermédiaire donc de quelle marque et pour quelle raison et il y a combien de temps? Voilà, parle-nous un peu de ce projet. Déjà rien que le nom de ton site. Donc le site c'est decalcomania.fr. Alors Decalcomania avec 2 A à la fin. C'est voulu ou c'est parce que il y avait déjà un décalcomanie? C'est volontaire et j'ai pas encore dévoilé le mystère des 2 A, mais Peut-être qu'un jour. voilà. Parce que tomberont. Il y a une raison, mais qui pour l'instant, reste encore un petit mystère que j'ai délibérément choisi de pas dévoiler tout de suite. D'accord, donc decalcomania.fr. Donc, en fait, l'idée, elle est partie il y a à peu près 1 an et demi, où moi, je suis papa de 3 enfants, et étant fan de décalco tout petit, tout simplement, je souhaitais leur faire redécouvrir ce jeu qui m'a émerveillé, que je trouvais magique, et j'ai commencé à chercher sur Internet, et puis, j'en trouvais difficilement, je m'apercevais sur des forums qu'il y avait d'autres parents dans mon cas, qu'on cherchait, voilà. Donc, l'idée a commencé à mûrir, et puis, quelques mois sont passés, puis à nouveau, je suis retourné voir et là j'ai vu qu'il y avait différents fabricants qui avaient ressorti ces décalcomanies à sec, donc des planches avec des décors. Et notamment, j'ai fait des recherches par rapport à une marque de l'époque des années 80 qui s'appelait Calquitos. Donc je sais pas si tu as connu cette marque. Au moment où je l'ai lu, très honnêtement, je me souvenais pas de la marque en elle-même. Mais en regardant les choses qui étaient proposées et en regardant un peu les images, j'ai pratiqué les calquitos. Le nom de la marque ne m'avait pas marqué plus que ça. Contrairement à Yetcha qui lui... Oui, elle faisait partie, il y avait 4-5 marques à l'époque qui étaient un petit peu très largement diffusées et Calquitos en faisait partie. Mais c'était des produits à l'époque qu'on trouvait chez les buralistes, quand on achetait nos fournitures de classe, je t'avoue que je me souviens plus. En magasin de jouets, j'avoue que j'ai... C'était largement diffusé, en effet, il y avait les supermarchés, les buralistes, les magasins de jouets, c'est vrai que c'était le truc à la mode à la fin des années 70, début des années 80, on en trouvait un petit peu partout, et il y avait d'ailleurs des grosses campagnes marketing derrière, avec des spots TV, et puis des décalcos offerts dans des magazines. Ah oui, alors ça, oui, limite, j'imagine que peut-être que dans PIF, on a peut-être pu en avoir un moment, hein, va savoir, j'en sais rien. Il y en a eu dans les boîtes de la vache qui rit, il y en a eu pas mal, beaucoup dans des magazines, il y avait des insertions avec des calcos offerts, puis évidemment, il y avait toute une collection, quoi. Donc là, en gros, tout a commencé mi-2015. Ça a commencé début 2015, où l'idée a commencé à mûrir, et j'ai vraiment commencé à travailler dessus, mi-2015. Donc il y a un an. Pour ouvrir fin mars 2016, donc la boutique est toute neuve. D'accord. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que tu as fait appel à une pratique très très courante désormais, aussi bien pour la musique, aussi bien pour les jeux vidéo et aussi bien pour tout type de projet, les livres et autres. Tu as fait appel au financement participatif. Oui, sur la plateforme Ulule. Donc l'idée, c'était à la fois de renforcer mon budget et puis commencer à communiquer aussi sur le projet, puis quelque part me tester aussi auprès du public. Et c'est vrai que donc la campagne a été positive puisque j'ai atteint 101% de l'objectif juste. J'étais juste dans les clous. Mais en tout cas, ça m'a permis de commencer à constituer un réseau de futurs potentiels clients aussi. A priori, c'était plus pour boucler ton budget parce que tu avais déjà, toi, financé une partie de la chose. Et ce financement participatif, comme tu viens de le dire, était là pour te tester, pour voir un peu les premiers avis de la communauté et compléter le financement, en gros, c'était l'idée. Tout à fait, oui. J'avais mon plan de financement qui avait été monté et voilà, j'avais misé sur cet outil de financement que je trouvais tout à fait pertinent justement pour une création d'entreprise et le lancement d'un nouveau concept, quoi. Oui, puisque tu es auto-entrepreneur, j'imagine. Alors, je suis en entreprise individuelle. Ah, maintenant, c'est entreprise individuelle, d'accord. Et donc ça, c'était en novembre 2015. Donc, tu as fini ton financement tout début janvier. Voilà, donc il y avait eu une étude de marché aussi, évidemment, pour étudier la faisabilité du projet puis l'intérêt du public par rapport à la remise en avant de ce produit. Un des éléments importants du projet donc a été de contacter l'entreprise qui gérait la marque Calquitos. Voilà, j'allais te dire pourquoi avoir jeté ton dévolu et surtout comment avoir ressuscité, on va dire, en France, cette marque. Donc tu les as contactés directement comme ça, tiens, paf. Voilà, donc en fait, Calquitos, pour la petite histoire, c'est la seule qui a perduré depuis les années 80, en décalcomanie à sec. D'accord. Elle a été créée en 77, comme moi, tu vois. Donc, c'est beau.
C'était un petit signe. Ça pouvait être que celle-là. Et en plus, c'était ma marque de prédilection. Ah oui. Quand j'étais petit, moi, les décalcomanies, je savais pas ce que c'était. Je demandais des calquitos, quoi. Donc, tu vois le. Bon, bah voilà, quoi. Donc, en fait, cette marque, voilà, créée en 77, elle appartenait au groupe Gillette à l'époque. Gillette, les rasoirs? Les rasoirs, ouais. D'accord. Ils avaient surfé sur la mode, ils étaient un peu dans une période de diversification, donc ils avaient créé cette marque, donc où ils ont commercialisé donc des décalcomanies sous le nom Calquitos. Alors il faut savoir aussi pour que l'historique, la marque Calquitos était étroitement liée à une entreprise qui s'appelle Le Tracette. Je sais pas si ce nom pas du tout. T'évoques quelque chose. En fait, le Tracette, aujourd'hui, ils existent encore. Ils vendent des marqueurs. C'est une entreprise britannique. C'est cette entreprise qui a inventé en fait les décalcomanies à sec. C'était en 59. D'accord. Qui a démarré en fait les décalcomanies à sec avec au départ, tu sais, les lettres d'alphabet. Oui, je vois tout à fait. Oui. D'accord, donc du coup, Gillette était détenteur de la marque, a commercialisé ça dans le plein boom des décalcomanies dans le début des années 80, fin des années 70, et a continué hors de France, c'est ça? Ou pas du tout? La marque, elle était vendue sur toute l'Europe. D'accord. Entre 76 et 81, ça a été la grosse période, quoi. Il y a eu 170 titres qui ont été sortis avec 170 thèmes différents. D'accord. Dans les chiffres que j'ai pu avoir, il y avait sur 5 ans, il y a eu à peu près 80 millions d'exemplaires vendus en Europe. Donc beaucoup d'enfants. Sur 5 ans, oui, c'est pas mal, c'est sûr. Qui ont fait des décalcos. Ouais. Milieu des années 80, les décalcos à sec ont commencé à battre un peu de l'aile. Du coup, Gillette abandonne la marque. Donc abandonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle cède les droits à quelqu'un d'autre? Elle ne redépose plus la marque. D'accord. Elle arrête de la déposer. Donc elle devient disponible alors. Elle devient disponible, voilà. À la fin des années 2000, il y a un monsieur, Abdullah Zulikan, donc un entrepreneur à Singapour, qui a une intuition de se dire, tiens, si je relançais des décalcomanies à sec. Et là, il fait des recherches. Et comme moi, il s'aperçoit que la marque Calquitos, dont il se rappelait, est toujours disponible. Donc en 2009, il décide de redéposer la marque dans 55 pays. Et là, il lance une nouvelle production de décalcomanies Calquitos. Donc dans 55 pays en 2009, on s'est remis à distribuer des Calquitos. 55 pays, c'est pas mal quand même. Mais 55 pays, mais voilà, c'est là où tu interviens. Et voilà, en France, pas de distributeur, donc. Ce qui est assez étonnant, non? Enfin, je sais pas. C'est un coup de bol que t'as eu ou c'est qu'ils ont négligé ce territoire? Aujourd'hui, lui, il a tout optimisé en fait sur son outil internet. Il a un site Calquitos. Depuis son site, il expédie à travers le monde entier. D'accord. Et sur certains pays, il a des distributeurs et en fait, ça s'est fait plutôt quand lui a été sollicité, quoi. Il n'a pas forcément. Donc tous les Sébastien Laperrière des 55 pays ont contacté cette personne-là qui avait redéposé la marque Calquitos. Et il se trouve donc en France, tu es le distributeur exclusif de cette marque. Voilà, tout à fait. Depuis l'initiation de ton projet. Exactement. Donc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sur une durée déterminée? Ça veut dire que vous vous revoyez tous les ans pour dire on continue ensemble ou pas? Quel est le plan? On a discuté ensemble, du partenariat et on a signé en fait un contrat, un accord commercial d'exclusivité, donc là qui est fixé pour 5 ans. D'accord. Donc 5 ans. Et renouvelable. On fera le point au bout de 5 ans. Donc là, on est parti pour au moins 5 ans de Calquitos sur Decalcomania.fr. Tout à fait. Le retour des Calquitos. Donc ça, les Calquitos sont un peu, on va dire, la clé de voûte de ton projet. Oui. Mais pas que, puisque sur ton site, les Calquitos et la nostalgie, c'est bien beau, mais j'imagine que tu t'es dit, ça va peut-être pas être suffisant pour arriver à avoir une rentabilité ou pour arriver à avoir une activité suffisante pour pouvoir faire que ça. Exactement. Et donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure en introduction, les décalcomanies, il n'y a pas que Calquitos. Il y a aussi d'autres fabricants, que ce soit des maisons d'édition ou des fabricants de jouets comme par exemple Jeco, qui ont relancé ces dernières années des décalcomanies. Donc moi, l'idée, c'était d'abord d'être le spécialiste des décalcomanies, donc en vendant à peu près tout ce qui existe de près ou de loin en décalcomanie. D'accord, donc du coup, sur ton site, on trouve du Calquitos, mais aussi plein d'autres marques.
Voilà, tout à fait. On trouve toutes les autres marques. Il n'y a que sur mon site qu'on trouve Calquitos, mais après on trouve aussi les autres marques. D'accord. Et aussi, pas que des décalcomanies avec décor, il y a aussi des décalcomanies simples, que j'appelle simples, c'est-à-dire c'est juste une planche avec des motifs qu'on va gratter, puis qu'on va On met où poser on veut, quoi. sur son cahier, Ouais, voilà, où on veut. Ouais, c'est ça. On a aussi des décalcos un peu vintage, avec des reproductions d'images anciennes sur différents thèmes, le surf, on a aussi même des pin-up qui étaient très, très en vogue. Voilà. Et puis, en complément de tout ça, puisque c'est un site quand même qui est spécialisé plutôt pour des produits enfants dans le domaine créatif, on a aussi des coloriages géants. J'allais te le dire, puisque ça, c'est le truc à la mode depuis 2-3 ans. C'est le coloriage géant. Ça, j'avoue que c'est le cadeau. Mais c'est chouette, hein. Moi je trouve c'est plutôt sympa, hein. Ça fonctionne vraiment bien. Je te cache pas que je m'y suis mis un petit peu aussi. Non, puis c'est sympa. Généralement les motifs proposés, les décors proposés sont plutôt sympas. C'est souvent de l'urbain. Puis avec la mode du pixel et autres, ça se prête bien à faire des coloriages géants. Donc voilà, donc une offre assez diversifiée. Oui, tout à fait. Et tu proposes aussi des abonnements. Oui. Parce que ça c'est pareil, on est à l'époque alors on appelle plutôt ça des box en fait. Il y a beaucoup, il y a les formats de box où on sait pas ce qu'on va recevoir, ainsi de suite. Toi, sur ton site, tu proposes d'envoyer tous les mois aux abonnés un certain nombre de planches, c'est ça? C'est ça. En fait, l'idée c'est d'avoir 2 kits de décalco par mois. Donc on peut s'abonner pendant 6 mois ou 12 mois et soit on choisit, soit Décalcomania choisit les thèmes, les titres. Et du coup, voilà, l'idée c'est l'enfant tous les mois à la même date, il sait qu'il va avoir dans sa boîte aux lettres sa petite surprise, ses décalcos. Comme l'abonnement à l'école des loisirs à l'école, boum, il a son livre et donc il a son décalco. C'est plutôt pas mal, hein, d'ailleurs. Ça aurait été dommage de passer à côté de ce format de distribution. Alors moi j'ai regardé un peu, puisque Décalcomania c'est aussi une page Facebook, et j'ai regardé un petit peu, moi ce que j'ai bien aimé dans ta communication dans le projet, c'est les espèces de romans photos là, où tu mettais des bulles à chaque fois là, régulièrement, pour des choses un peu humoristiques, pour qualifier un peu l'avancée, les activités que tu proposais chaque semaine et ainsi de suite, pour l'avancement du projet. Du coup c'est assez connoté, le roman photo pour moi c'est un truc pareil, plutôt relié aux années 80, voire avant. Moi je me souviens, c'était quoi dans un journal que ma grand-mère lisait, c'était quoi, genre Ici Paris ou je sais pas quoi, et il y avait à chaque fois un roman photo où il y avait donc une petite histoire avec des bulles et qui du coup était assez déconnecté, le visuel était déconnecté du type de bulle, mais ça donnait un côté kitsch assez sympa. Et puis ton compte à rebours aussi, puisque tu avais mis un compte à rebours sur les 10 derniers jours. L'ouverture de la boutique, Voilà, avec à chaque fois un chiffre et un truc marrant, genre le nombre de catégories, le 6e mois de l'année. Ça me permettait de... Donc ça, c'était plutôt marrant. Oui, écoute, merci. J'ai habité 2 ans à Angoulême, j'ai été un peu piqué par le virus de la BD. Et il faut bien que ça rejaillisse à un moment. Voilà, ça ressort, et puis bon, il y a un petit côté créatif qui a besoin de s'exprimer aussi, je crois. Non, et puis c'est important aussi d'alimenter les pages Facebook et autres pour montrer qu'il y a de la vie et de l'activité sur ta page et sur ton site. Essayer d'avoir une approche un petit peu différente, qui va peut-être un peu plus interpeller, quoi. C'était l'idée, quoi. Bon, et alors du coup, ce Décalcomania, donc comme tu disais, tu as 5 années d'exclusivité sur Calquitos. Bon, il est encore un peu tôt pour dresser des bilans. Après, comme tu l'as dit, la boutique a ouvert le 30 mars. C'est un petit peu tôt, mais tu t'es fixé des objectifs parce que actuellement tu as 300 références à peu près, c'est ça? J'ai à peu près, oui, c'est ça, 300 références produits. Donc c'est quoi? C'est d'élargir encore, ou tu préféreras du coup, en fonction de ce qui marche ou ce qui marche moins bien, on va dire, un peu restreindre le nombre de références? Est-ce que tu as déjà réfléchi, j'imagine que oui, à l'évolution des produits et ainsi de suite? Étant spécialiste, l'idée c'est quand même d'avoir du choix, quoi. Étant spécialisé sur des produits assez restreints, c'est quand même d'avoir du choix, donc de maintenir... du renouvellement, quoi. Un catalogue, et puis après, comme toute e-boutique, c'est du renouvellement, évidemment être en veille des décalcomanies qui sortent. Et d'ailleurs, à la fin du mois, on aura les décalcomanies Star Wars qui vont arriver. Donc, Alors j'ai vu que tu avais communiqué là-dessus sur ta page Facebook, effectivement. On a ressorti des images de décalcomanies Star Wars, donc effectivement je pense que ça peut être un créneau assez porteur, puisque Star Wars c'est quelque chose qui marche énormément. Mais alors après, par contre, tu n'as aucun, on va dire, impact sur les thèmes proposés, ainsi de suite.
Alors aujourd'hui, non, moi je suis uniquement revendeur, donc C'est ça. après si ça décolle et que ça fonctionne bien, j'envisagerais peut-être de développer. Par contre, avec mon partenaire à Singapour, donc sur la marque Calquitos, je peux proposer par son intermédiaire des kits de Calquitos personnalisés. D'accord. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un, une marque, une entreprise ou pour un événement, on veut faire un kit de décalcomanie personnalisé, c'est possible. Ah, c'est pas mal ça. Effectivement, pour les gens, enfin les CE, pour mettre en scène tel. Alors après, le problème c'est que il faut fournir les éléments. Ça veut dire que les entreprises concernées, il faut qu'elles vous fournissent, j'imagine, des éléments graphiques et autres. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même un peu de travail préparatoire. Tu vas pas dire bon bah moi je suis telle entreprise, est-ce que vous pouvez me faire un kit personnalisé? J'imagine que ça fonctionne pas comme ça. Enfin... Ça dépend de l'univers, enfin du domaine d'activité de l'entreprise, mais après on peut aussi, on a à Singapour, il y a des graphistes, c'est déjà arrivé qui ont créé la totalité d'un contenu, quoi. Juste sur une inspiration de quelque chose qui a été évoqué. Oui, ou sur par rapport à un événement, ou c'était souvent lié à des événements, quoi. Ok, bon bah je pense qu'on a bien balayé decalcomania.fr, on le redit encore une fois. Avec deux A à la fin. Alors, 1977, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que au début des années 80, tu avais à peu près 3 ans. Est-ce que c'est une période que tu affectionnes particulièrement? Si tu es là, on va pas maintenir le secret plus longtemps. J'imagine quand même que plutôt oui. Enfin, j'espère. Gagner. Voilà, gagner, c'est banco. Pourquoi cette période plus que les années 90? Est-ce que c'est uniquement parce que c'était ta toute jeunesse ou parce qu'il y a eu des choses qui t'ont marqué plus que d'autres? Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir après. Mais toi, dans les années 80, quand le petit Sébastien avait 5-6 ans, la vie dans les années 80 de Sébastien, c'était quoi? Un grand frère, a priori, d'après ce que tu m'as livré lors de la préparation? Oui. Donc oui, c'est vrai que moi, voilà, j'ai complètement grandi dans toute mon enfance puis préadolescence sur les années 80 et c'est une période où j'ai beaucoup de nostalgie, où j'ai des très bons souvenirs. Aujourd'hui, avec du recul, c'est une période où tout semblait plus facile, plus rose. En même temps, voilà, j'étais enfant, enfance assez heureuse, tranquille. J'ai fait comme beaucoup d'enfants, un peu de télé, un peu de sport, et puis je dirais ce qui a toujours été un peu le fil conducteur dans mes activités d'enfance, c'était des jeux un peu où on se met en scène, des jeux où on invente des histoires, donc évidemment les décalcos, c'est pour ça que j'ai accroché, mais aussi voilà me déguiser, jouer En Zorro, en truc comme ça, oui, c'est faire ça, les cow-boys, les Indiens. à reproduire les personnages, mes héros, et puis les Playmobil, enfin toutes ces choses-là. Voilà, j'ai toujours été très attaché à ce type de jeu où il fallait un petit peu inventer, se créer des mondes. Alors donc un grand frère, donc beaucoup d'écart ou pas beaucoup? 5 ans d'écart. Donc 72 alors. Donc ça veut dire que lui, il était vraiment déjà assez grand et lui, il a, je pense, beaucoup de souvenirs des années 80. Alors ce grand frère, pour toi, c'était une référence, c'était un modèle, voilà, ou alors vous aviez pas une concurrence, mais je pense qu'avec 5 ans d'écart, pas trop de concurrence, si, quand même. Non, c'était plutôt le modèle, complètement. Bon, avec un contexte des parents qui ont divorcé, j'étais tout petit, j'avais 4 ans, donc le papa qui était plus à la maison, donc forcément, c'est le grand frère qui a été un petit peu le modèle. Du coup, t'as récupéré tous ses jouets. Ouais. Où j'avais les mêmes, je voulais les mêmes que lui, évidemment. Pour pas qu'il y ait de jaloux, paf, vous aviez les mêmes. Ouais. Je pense notamment à, je me rappelle d'un Noël où on avait eu tous les deux, tu sais, les superbes figurines Goldorak là, de Mattel là, qui faisaient... Le jumbo, là, avec les roquettes sur les épaules. Il faisait 50 cm à peu près de haut, quoi. Et... oui, je vois bien, oui, c'était quelque chose qui a fait rêver beaucoup de gosses, ouais. Ah oui, puis des belles parties. C'était un peu l'ancêtre, aujourd'hui il y a le Nerf, là, les gamins, ils ont tous des Nerfs, là, ces pistolets. À fléchettes en mousse, et nous, c'était les fléchettes en plastique. On a eu de belles... De Goldorak. Oui, c'est ça. Et donc les petites voitures, alors... Aussi, oui, les petites voitures majorettes. Mon frère est fan de rallye, tu vois, aujourd'hui, donc il avait déjà ça très tôt. Et c'est vrai que les voitures majorettes, pareil, c'était quelque chose qui était pas cher, c'était sympa, il y avait plein de modèles, plein de couleurs. Fabriqué en France, monsieur, à l'époque? Oui, on en trouvait, on en trouvait beaucoup. Oui, fabriqué en France. Alors, c'est toujours français d'ailleurs. Oui, mais c'est plus fabriqué en France. Oui, je sais. C'est le problème. C'est fabriqué
en Thaïlande, je sais. Mais par contre, l'entreprise, pour le coup, qui a repris ça, c'était tout récent. Je suis bien au courant, c'était en 2010, c'est Smobby Toys. J'habite à 5 minutes de Smobby Toys, donc en fait, voilà. Ah, bah oui, c'est vrai que le Jura, quand même, oui, c'est un endroit, effectivement, il y a pas mal d'entreprises de jouets. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as connu cette marque, les Darda? Les Darda, les voitures, les petites voitures que tu à friction, là, avec des circuits en forme, pas de tire-bouchon, mais tu sais, des circuits que tu assemblais en plastique, là, qui faisaient des boucles, et donc tu les remontais là en mode friction, tu les lâchais, et du coup elles faisaient tout un circuit que tu avais monté au préalable. Et moi je sais qu'à l'époque, en plus des majorettes, j'avais eu ces trucs-là. Je trouvais ça génial parce que ça allait super vite. Alors souvent, quand là du coup j'ai un peu regardé, ça n'existe plus, contrairement aux majorettes, mais c'est vrai que c'était un truc qui m'avait vraiment fasciné. Ouais, non, on n'a pas eu ça. On a eu les circuits TCR par contre. Ah bah oui, avec changement de fil et tout, j'en parle souvent pendant cette émission. Les courses enflammées. Ah oui, c'était une autre époque, comme on l'a dit. TCR, les voitures plein phare déboîtées sous double sur les pistes phosphorescentes. Et il y a aussi les super camions TCR. Avec leurs remorques géantes, ils se doublent, se rabattent et luttent de vitesse. TCR, plein phare et super camion. En termes vestimentaires, effectivement, alors les années 80 sont souvent raillées parce que globalement c'était pas une réussite. On peut le résumer à ça. Est-ce que tu partages cet avis ou est-ce que Oui. C'est vrai que alors moi mon frère avait 50 plus, il était à fond dans la mode. Je sais pas si c'était une chance, mais du coup je l'ai suivi. Je me rappelle même, il était tellement à fond, on se faisait des séances d'essayage, on se prenait en photo. D'ailleurs, j'ai encore quelques photos qui traînent que je garde cachées. Compromettant. C'était les pulls à motifs avec plein de formes géométriques. Et s'il y en avait pas assez, en plus, on rajoutait des pins. Je me rappelle. Les pins, les bandanas, et tout ça. C'est ça. Et puis le gros truc aussi qui me fait bien rigoler aujourd'hui, c'était tous les jeans déchirés, délavés. C'est revenu, hein. Oui, je sais. On est dedans, les trucs coupés aux genoux, là. Mais ce qui était rigolo, c'était que, au tout début, en fait, on achetait des jeans normaux, quoi, entre guillemets, et on les délavait, on les déchirait. Et puis, en fait, comme ça a commencé à prendre, après, on a vu arriver dans les magasins des jeans, déjà délavés et déjà déchirés. Et là, plus cher que les jeans, c'est pas ça. touchés. Je me rappelle de ma grand-mère qui faisait des bons. Pareil. Qui était d'une autre génération, qui était plutôt à raccommoder les habits pour qu'ils durent. Exactement. Ah oui, non, mais toutes les grand-mères de cette époque-là ont dû faire des bons, effectivement. Entre les jogging fluo, genre mais tu vas au carnaval, et ou le jean déchiré, genre mais qu'est-ce que c'est que ça, je vais t'en faire un short. Puisqu'en gros, moi c'était ça, hein. Dès que je trouvais un jean, j'étais tout content, mais ma mère, du coup, elle m'en faisait un Bermuda. Parce qu'elle disait, mais tu vas pas sortir avec un jean qui est tout déchiré au genou, quoi. C'est pas possible. Puis on a eu quand même la grande mode des baskets montantes. La basket a été très utilisée, hein. Basket jogging, alors après elle est toujours à la mode, mais c'est effectivement l'époque de nombreuses marques de basket qui ont démarré finalement. Puisque alors Stan Smith qui est à la mode à fond en ce moment, toutes les filles ont ça, je sais pas pourquoi, les Stan Smith là depuis. Mais là on est peut-être plus fin des années 70, début des années 80. Parce que moi je me souviens, j'avais une paire de quoi, c'était Nastase ou un truc comme ça, joueur de tennis connu aussi, et il y avait des Stan Smith aussi. Et puis après il y a eu les pumps, effectivement. Alors, les pumps, oui, ça c'est... Tu as eu des pumps? Oui. J'ai eu le premier modèle pump, j'en étais très fier. Dans mon enfance, mon sport de prédilection, ça a été le basket, hein, où j'en ai fait... Donc les pumps montantes. Montantes, ouais, et puis avec ce système à l'époque qui était complètement révolutionnaire, hein, c'était sur cette languette, on avait un gros ballon de basket et qui faisait office de pompe en fait, hein, et qu'on actionnait et qui resserrait la chaussure à différents endroits, notamment au talon. Mais principe marketing génial, hein. Ah oui. Franchement, ils ont fait fortune les mecs, hein. Et d'ailleurs, elles reviennent les pumps. Ils se sont remis en fabriquer et ils vendent ça à des prix hallucinants, hein. Mais la pump, c'est vrai que sur le principe c'était bien, mais dans les faits, tu vas pas me dire. Je pense que tu as eu le même problème que tous ceux qui ont eu des pumps, c'est que le truc se dégonflait tout seul au bout d'un moment. Moi, j'ai pas eu ça. Je crois qu'au bout de 3 semaines, j'en ai une qui a plus marché. Ah, carrément. Et l'autre, elle a tenu pendant peut-être 1 an ou donc voilà, j'avais un pied dégonflé, puis l'autre qui était comme il faut. Moi, je les ai encore. Celle d'époque. Chez mes parents, j'ai encore ma vieille paire de pump, et c'est pareil, à l'époque, ça coûtait cher. Non, moi, elle est passée dans les grands nettoyages de ma mère. Ma mère, c'est l'inverse, elle n'arrive pas à acheter les trucs.
Mais bon, donc du coup, j'ai encore des vieilles affaires et je dis, mais j'ai encore mes pumps. Eh ben, je vais les revendre sur eBay, tiens. Il y a eu le fluo aussi, alors ça c'était... Eh ben oui, ce que je te disais, là, les jogging fluo et... combinaison de ski, parce que moi j'ai grandi dans les montagnes quand même, à Chambéry. Eh oui, en monoski avec une combinaison fluo, je peux te dire que c'est total look. Tu te faisais Mais il y en a encore, hein. Moi, je sais que je suis pas un gros pratiquant de ski, mais je suis allé une fois au ski cet hiver et j'ai vu un monoski. Hein. Voilà, c'était très criant, plein de motifs, mais quelque part, c'était symbolique quoi de l'époque. Je trouve, il y avait un côté, voilà, on allait un peu dans les extrêmes, on osait, on se lâchait, on se prenait pas la tête, et je trouve que c'est aussi un côté des années 80 qui s'est exprimé de cette manière-là, quoi. Et du coup, on s'en souvient. Donc quelque part, c'est que tout n'était pas forcément acheté. Mais le fluo revient aussi. Hein. De toute façon, comme on dit toujours, la mode est un éternel recommencement. Hier soir, je suis allée au New Pimps. Ah, bonjour la honte. Je m'étais bien habillée, genre bande de fluo, ceinture fluo et basket fluo, tu vois. Alors Il y a un type qui passe à côté de moi et qui dit, tiens, ils ont mis un nouveau lampadaire. Alors, à part ça, effectivement, dans tes jeunes années, est-ce que t'as eu des jouets non désirés, des mauvais souvenirs de Noël où on t'a fait une farce en te faisant croire que ça allait être tel cadeau et en fait c'est pas du tout ça? Écoute, non, sur les jouets, non, j'ai plutôt que des bons souvenirs. Quelque chose que tu aurais eu honte de collectionner ou d'aimer à cette époque-là? Est-ce que tu as un petit jardin secret, entre guillemets, à nous livrer de cette époque, où tu t'en parlais pas à ta mère, ou tu avais honte de cette collection, je ne sais pas, un objet un peu honteux finalement? Tu as eu des choses comme ça? J'ai eu un objet, alors j'ai pas souvenir que j'avais trop honte à l'époque, peut-être plus maintenant, mais je crois qu'on a été beaucoup, c'était les albums Panini, tu sais, des Crados. L'album des Crados. L'album des Crados, voilà. Ça me fait plaisir que t'en parles. Ah bon, toi aussi, tu t'osais pas? Alors le problème de l'album des Crados, il y a eu 2 albums des Crados. Ouais. Il y a eu 2 vagues. Les albums des Crados, pour remettre ça dans le contexte, mais je pense que nos auditeurs connaissent déjà, mais en gros, le concept, c'était, on prend les prénoms, masculins et féminins, et on les fait rimer avec des choses un peu dégoûtantes, d'où le nom Crados. Donc, on avait Mathieu le Dégueu, on avait Gudule Pustule, on avait Frédéric Atomique, on en avait tout plein, et avec des histoires toutes plus dégoûtantes les unes que les autres dans l'album. Il y avait des blagues, c'était trash, quoi, puis des images aussi. Et l'image de couverture du premier album était tout simplement un enfant qui se mettait le doigt dans le nez avec le nez qui ressortait par le dessus du crâne. Exactement. Donc, mais ces séries-là ont passionné les enfants qu'on était. Ah ben ouais, complètement. Parce que moi, tel prénom, qu'est-ce qui, enfin. Non mais c'est ça. On cherchait notre prénom, on voulait savoir. Et puis je crois que tout simplement le côté crado, le sujet dégueu. Évidemment, les enfants ont tous leur période. Oui. Puis on a été autorisé à se lâcher là-dessus, et je pense que c'est ça qui a contribué au succès du truc, quoi. Hein. Ma mère a jeté mon album des Crados. Moi je l'ai encore. Oh là 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 là. Bon tu vois, finalement j'ai mes pumps et j'ai plus mon album Crados. Mais bon, je pense que ça a dû toucher à peu près tout le monde. Hein. De là à les collectionner, non. Mais je pense que tout le monde a eu sous le nez à un moment des Crados, si tant est que ils étaient en âge de les connaître dans les années 80. Puis c'était vraiment le truc. Moi je me rappelle à la récré, on se les échangeait. Enfin, on parlait. Pendant toute une période, ça a été énorme, quoi. C'est nous les Crados, on n'est pas des chicos, et de tous les sables, on est les héros. C'est nous les Crados, on n'est pas des coulos, et de tous les sables, on est les craignos. C'est lui, Mathieu le Dégueu, de tous les morbeux, il est le plus gerbeux. Depuis qu'il est né, il trouve ses idées, en se dans les doigts, tout au fond du nez. Pour parler un peu des choses qui nous tiennent à cœur dans ces années-là, et puis pour avoir grandi dans ces années-là, quels ont été les grands films, les grandes sagas qui t'ont marqué à l'époque? Moi, c'est une série qui m'a bouleversé, vraiment marqué. C'était mon rendez-vous du samedi après-midi. C'était dans Temps X, avec les frères Bogdanov. Igor et Grishka. Voilà. C'était la 4e dimension. Moi qui aimais bien m'inventer des mondes, alors là... Ce Twilight Zone, comme on l'appelle. Voilà, Twilight Zone. Et c'est vrai que j'adorais ces trucs-là, quoi. Ces séries, je trouvais ça hyper avant-gardiste pour l'époque, quoi. Et ça date des années 50. J'allais te dire, c'est 50-60, ça. Ouais, plutôt, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment déjà l'ambiance, il y avait le noir et blanc, il y avait une ambiance, la musique qui était utilisée vraiment de manière subtile. Et puis, il y avait toute la mise en scène, l'histoire, tout reposait là-dessus, quoi. On n'avait pas des gros effets spéciaux ou des scènes à spectacle. C'était vraiment l'histoire et évidemment la chute
chute à la fin qui était souvent inattendue et surprenante, quoi. Hein. Pour moi, cette quatrième dimension, ça m'évoquait un peu les Alfred Hitchcock Présentes, tu vois, où c'est pareil, on misait pas sur les effets spéciaux, mais vraiment sur la narration et sur les plans de caméra simples, mais qui suggéraient plutôt que de montrer des choses. Mais du coup, ça marchait autant et même mieux que de te mettre tout devant les yeux, en fait. La doublette Alfred Hitchcock Présente et la quatrième dimension, ces deux séries, pareil, qui m'ont énormément marqué dans les années 80, même si, voilà, elles ont été créées bien avant. Et oui, puis ça, d'ailleurs, on a vu passer dans cette série des acteurs aussi qui étaient naissants. Hein. Je pense, il y avait Peter Falk, Et oui. notre Colombo, il y a eu Charles Bronson, il y a eu, je me rappelle de Elizabeth Montgomery aussi, de Ma sorcière bien aimée. Et en série, alors autre chose à nous évoquer pendant qu'on est dans le domaine? Dans les séries aussi, une série, je me rappelle, qui m'a marqué, puis qui a marqué beaucoup de gens quand c'est sorti, c'était la série V, les Visiteurs. Toujours, bon, on a des points communs parce que c'est vrai que là, ça doit être ma série fétiche V. Ah, bah écoute, voilà. Ça, c'est la musique exceptionnelle, le générique. Enfin, pour les enfants que nous étions, c'était un truc, l'invasion extraterrestre sur la Terre. Ça nous interpellait, quoi. Enfin, moi, je me disais, mais punaise, ça va nous arriver, puis. Mais oui, on était tous là. Tu disais, mais c'est pas possible. Ah ouais, non, il y avait un petit peu de stress, mais bon, on adorait ça. Et moi, je me rappelle depuis cette période-là, après, quand je jouais au Playmobil ou à n'importe quoi, mes héros, ils s'appelaient Mike Donovan, quoi. Hein, c'était acquis, quoi. Et c'est vrai que. Avec Diana, et voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment quelques années plus tard, quand je l'ai revisionné aussi, en effet, j'ai trouvé que ça a un petit peu vieilli, mais que après tout le côté allégorique par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, alors ça, c'était complètement. Évidemment. Non, ils avaient fait un beau boulot là-dessus, effectivement. Ouais. Avec l'espèce de sosie de Jean-Marie Le Pen à un moment, c'était marrant. Exact. Ça faisait très Front National par moment. Bref. Et oui, non. Bah, alors après V, il y a eu des mini-séries, il y a eu une série plus. Ça, c'est vrai que. Il y a eu, et après ils se sont un peu perdus, hein, franchement. Et puis du coup, il y a eu un reboot en 2010. Exact. Avec, et j'avoue que là, j'ai pas accroché. Oui, alors moi j'avoue que je l'ai pas vu. Je préfère rester sur Diana et le Mark Singer, qui d'ailleurs j'ai vu l'autre soir à la télé, La Planète des Singes. Il apparaît dans La Planète des Singes. Ah oui. Mike Donovan apparaît dans La Planète des Singes. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Rod Sterling, qui est donc le créateur et scénariste de Quatrième Dimension, a aussi été co-scénariste sur La Planète des Singes. Je ne savais pas. Il a mis aussi son nez là-dedans. Ouais. La Planète des Singes, c'est pareil, tiens, pendant qu'on en parle, justement, c'est pas forcément que années 80, mais dans le genre, oulala, si ça nous arrive, oulala, c'est un peu flippant. La Planète des Singes, c'était pas mal aussi. Oui, pour moi, les personnages singes, c'était trop bien fait. J'étais là, mais c'est pas possible. Alors du coup, quand j'allais au zoo, des fois, je me disais, mais en fait, ils vont parler ou... Ah non, moi, j'osais plus aller au zoo. Hein. Bon, alors du coup, en termes de film, parce que là on a parlé des séries, il n'y a pas un film emblématique des années 80 ou un type de film que tu retiens? Écoute, non, j'ai été vraiment série. Après, c'est aussi les dessins animés, quoi. Alors voilà, j'allais venir après. Donc dessin animé, qu'est-ce que le petit Sébastien pratiquait et attendait avec impatience devant sa télé? Eh ben moi, mon dessin animé, ça a été Tom Sawyer. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est pas celui qu'on cite généralement en premier, donc c'est assez intéressant. Mais écoute, tu vas sûrement nous dire pourquoi. Ça devait être mon petit côté un peu rebelle. Je trouvais que courir pieds nus, tout ça. Ouais, d'être pieds nus, d'être dans la nature. Tu vois, j'habite dans le Jura aujourd'hui. Bon, je sais pas. Joe l'Indien, tout ça, à côté de chez toi. Je sais pas si c'est la faute à Tom Sawyer, mais c'était ce côté, voilà, la vie un peu, simple, et puis la nature, puis voilà, il y avait Tom Sawyer, puis il y avait Huck, quoi, hein, qui habitait dans sa cabane, qui avait pas de contraintes. Huckleberry Finn. Et moi, je rêvais d'habiter dans cette cabane. Bon, je pense que inconsciemment, j'étais très content d'avoir mon petit confort. Mais est-ce que tu as déjà fait une cabane? J'ai fait des cabanes, gamin avec les copains. Ouais, dans les bois. On allait dans les bois à côté, on se faisait des cabanes. Donc, non, il y a eu toute cette. Mais c'est bien que tu cites Tom Sawyer, parce que c'est vrai que généralement, mes invités, à chaque fois, ils me citent Goldorak, Capitaine Flamme, Albator. Mais Tom Sawyer, c'est la première fois. Je sais pas. C'est mon petit côté nature. Je sais pas. Comme trois pommes, il est plus malin que Joe l'Indien. Un sacré petit homme. Huck, Mary et Becky Thatcher. Todd, Polly et Joe Harper. C'est le petit monde de Tom Sawyer.
Et alors, donc, tu nous as évoqué les Playmobil. Donc, Oui. toi, t'étais l'équipe Playmobil, t'étais moins Lego. J'ai aussi joué au Lego, mais c'est vrai que mon truc, c'était vraiment les Playmo et Ah ouais. mon histoire avec les Playmobil, c'était rigolo. C'était souvent le mercredi, je me rappelle. Et alors j'avais la télé allumée. Quand j'avais un dessin animé qui me plaisait, je regardais. Puis en attendant, autrement, j'installais mes Playmo, quoi. Je m'installais dans le salon chez moi et je me rappelle ma mère qui rentrait le soir et qui disait oh là là, c'est quoi ce bazar là, faut ranger, faut ranger. Puis je disais mais non, mais j'ai pas commencé à jouer, j'ai fait que installer, quoi. Enfin c'était et j'inventais mes histoires, c'était mon truc. Et c'est vrai que Playmobil, d'ailleurs j'ai vu une expo récemment sur les Playmobil et c'était assez intéressant puisque donc ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Hans Beck, un Allemand, hein, en 74. Géobra, entreprise, là, ouais. Et c'est vrai que c'était ça, l'idée c'était d'inventer ces histoires. Et c'est pour ça notamment qu'au départ, les Playmobil, ils avaient tous la même expression neutre, quoi, hein, tu vois, pour que en fait, ils s'adaptent à toutes les situations qu'imaginerait l'enfant, quoi. Et il y avait aussi le côté, finalement, la forme, les jambes raides, la grosse tête, plus grosse que le corps, c'était aussi la représentation que les enfants ont d'un bonhomme, quoi, quand ils dessinent, hein. Donc, ils s'étaient inspirés de tout ça, quoi. J'avais trouvé ça. Et le Playmobil, gros avantage du Playmobil, c'est que tu peux le mettre dans ton bain. Oui, exact. Les Playmobil, ils ont passé des heures dans la baignoire, hein, ça. Ah oui, complètement. Et puis bon, moi, mon plus beau souvenir de cadeau de Noël, ça a été le bateau pirate. Playmobil. Purée, mais c'est pas possible, on a eu la même vie en fait. C'est vrai. Je l'ai toujours mon bateau pirate, quoi. Je veux dire, voilà, il a un peu souffert des années, mais j'adorais ce bateau pirate, quoi. Je le mettais dans mon bain et tout. C'était Moi, je l'ai plus. Mais j'ai 2 fils et ils en ont chacun un. ce bateau pirate avec ses voiles en espèce de toile de jute là. C'était le petit canot, les 2 canons. Enfin bon, la cale, la cabine du capitaine, la carte au trésor. Enfin bon, le coffre avec les pièces. Et moi, j'avais toute mon équipe. Enfin, je les avais avec des feutres et tout. Je les avais tous décorés. Je me rappelle. J'avais tout mon. Alors, il y a eu des Playmobil blancs que tu pouvais justement peindre, Ouais, parce effectivement, que avec on des le faisait feutres. tous un petit peu spontanément, Voilà. je pense. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Mais bon, soyons honnêtes, s'il y a un truc qui se transmet de génération en génération, on peut résumer à dire les Lego, les Playmobil, c'est quand même des choses Oui, c'est intemporelles. tout à fait. Aujourd'hui, Playmobil présente le bateau pirate. Cap sur l'île au trésor. Avec Playmobil. Un peu d'événements sportifs ou quelque chose à nous évoquer? Déjà, on n'a pas abordé ce point. Est-ce que tu étais un tant soit peu sportif ou... Si, je faisais du basket. Je D'accord. faisais du basket en club et puis après le foot évidemment avec les copains, hein, le week-end, les mercredis et du coup le foot dans les années 80 pour moi un événement voilà. marquant, Voilà. ça a été le Mexico On y vient. 86. On en a parlé récemment dans un numéro consacré au sport dans les années 80. Oui. Et le fameux 21 juin 86, Guadalajara au Mexique, le France-Brésil. Match mythique. Voilà. Et justement, moi je trouve aussi que c'était encore une époque où c'était un autre foot, quoi, hein, quand même, à l'époque. Ah ça Là, je vais peut-être lancer le débat, mais. Non, mais alors là, tu vas me parler des valeurs qui sont véhiculées par le foot actuellement. Ça, on est complètement d'accord. T'as raison sur le jeu, puis moi je trouve qu'il y avait le contexte aussi, quoi, où bon, t'avais un sélectionneur qui était encore en survêtement, je crois, à l'époque. Michel Hidalgo, sélectionneur, et Henri Michel. J'avais vu un reportage une fois où je voyais justement Mexico 86, c'est Luis Fernandez qui faisait le traducteur, tu vois. Non, puis c'est surtout quoi là, ils étaient beaucoup plus accessibles qu'ils ne le sont tout à maintenant. fait, ouais. Les journalistes prenaient le même avion que les joueurs. Enfin bon, il y avait Ouais. une proximité avec les Les années athlètes qui étaient- 80, quelque part. Alors, les choses à oublier niveau vestimentaire, on en a déjà parlé. Ouais. Hein, je pense qu'on va pas revenir dessus. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites définitivement mettre au placard de ces années-là? Non, après il y avait ce qui allait avec la mode, c'était les coiffures aussi, hein. Ah, la coiffure des années 80, la coupe mulet. Voilà, la coupe mulet. Alors moi, je l'ai pas eu. Par contre, j'ai eu la brosse. Ah on a tous eu la brosse, ouais, hein, hein, évidemment. forcément la brosse. Et puis j'ai pas échappé à la petite queue de rat là. Alors ça, c'était horrible. Ça, je te plains, tu Je vois. l'ai pas gardé longtemps, cela dit, parce que je trouvais que elle poussait pas bien. Cela dit, en équipe de France, on a un joueur actuellement qui a une queue de rat pareil. Hein, donc, Ouais, c'est vrai que ça n'a pas disparu, hein, mais c'est vrai que c'était assez horrible.
Puis non, bah après, c'est toujours, je trouve, dans le domaine de la mode, on a eu les papiers peints aussi, hein. On a tous eu les mêmes. Bah, les papiers. Sur les photos, les diapos, les trucs, C'était dans la salle à manger de papa et maman ou de papy et mamie. les trucs à fleurs. Tu vois plus le papier peint que les gens qui sont sur la photo. Non, bah moi, il y avait mon WC qui était couvert de ça. Laisse tomber. Ah oui. Ah ouais, Ah oui. Tu sortais de là-bas, t'avais mal aux yeux, mal à la tête. Test épileptique. Et puis on peut citer également le téléphone avec l'habillage en velours, quoi. Oui, exact. Tu as connu ça? Alors j'en ai pas eu. J'ai pas eu la chance. On a tous eu un ami qui l'a eu. Mais oui. Bon, et alors, et musicalement, parce qu'on n'a pas abordé la musique des années 80, dans le bon sens et dans le mauvais, hein. Quel a été ton rapport avec la musique des années 80? Et puis on finira avec justement un choix musical que tu pourras nous faire. Qu'est-ce que tu as connu comme musique dans les années 80 et qu'est-ce que tu écoutes encore ou qu'est-ce que tu regrettes de ne plus avoir et qui était en vogue à cette époque-là? Alors, sur la musique, là aussi, je dirais c'est un petit peu mon frère qui m'a fait ma culture musicale, hein. On écoutait un peu tous les trucs, hein, de l'époque et il y avait évidemment le rendez-vous du samedi soir, le top 50 avec l'intégrale. Marc Tosca. Voilà, Marc Tosca et Salut les petits clous, tout ça. On ne ratait pas ça et d'ailleurs, on allait chercher nos raquettes de badminton. Et on se pointait devant la télé et quand arrivait Europe, le final countdown de Europe, les raquettes se transformaient en guitare. Et là, je peux te dire qu'on se faisait des déhanchements et des séances assez mémorables. Voilà. Après, beaucoup, oui, tous ces groupes Wham, Bros. C'est beaucoup mon frère qui écoutait ça et moi je baignais là-dedans. C'est vrai que j'écoutais ça d'un petit peu plus loin. Mais cela dit, pareil, ça lui arrivait de prendre son magnétophone et il m'a fait chanter quelques chansons qu'il avait enregistrées. C'était assez rigolo. Je repense à Louis Bertignac. C'est du coup, voilà. Et en jeune femme, est-ce que tu as pu avoir des chanteuses préférées, des Elsa, des Jeanne Masse, ou autres? Parce que moi, je sais que j'ai des très bons souvenirs de certaines chanteuses de cette époque-là. Je peux en citer deux. La première, c'est Jeanne Masse, tu l'as évoqué, parce que ça a été mon premier concert. Oh, tu as vu Jeanne Masse en concert? Je lui ai touché la main. Oh là là. J'étais tout devant, je lui ai touché la main, et ça... En rouge et noir et tout le bazar. Ouais. J'aimais bien, quoi, pas plus qu'une autre, oui. Mais bon, voilà, elle est venue dans ma ville, on est allé la voir, et... Elle avait son style, hein. Ah oui. Complètement, son personnage. Était, pour le coup aussi, je trouve, quand même, en termes de style avant-gardiste, quoi. Ouais. Et oui. Et puis une autre, allez, je le dis, j'étais un petit peu amoureux d'elle, secrètement. Je crois pas que ma femme soit au courant, d'ailleurs, mais... C'était Stéphanie de Monaco qui a emporté mon cœur comme un ouragan, tu vois. Non, mais ça peut se comprendre, hein. Ouais. Bon, c'est vrai qu'avec du recul, quand je revois le clip... J'allais te parler du clip, effectivement, puisqu'on en a déjà parlé dans une autre émission. Oui. Et c'est vrai qu'il était particulier, ce clip. Mais la chanteuse en elle-même, après, c'était la mode, voilà. Elle est tout à fait dans le vent, c'est le cas de le dire. Moi, j'étais plus amoureux de sa grande sœur, Caroline, mais bon. Bon, et alors du coup, pour conclure l'émission, qu'est-ce que tu veux nous choisir comme chanson là avant qu'on se quitte? Est-ce que tu as une chanson que tu aimerais bien écouter? Moi, je pense qu'on va être d'accord sur le choix, mais je te laisse le dire. Ouais. Soyons original, hein, mais je dirais comme ça, le Mambo du Décalco de Richard Gottener. Je sais pas, les Décalcos, peut-être un truc. Bon, en tout cas, Sébastien, une nouvelle fois, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps pour cette émission. Avec plaisir. Voilà, merci de nous avoir évoqué tous ces souvenirs, et puis on te souhaite le meilleur pour Décalcomania, A à la fin.fr, en souhaitant qu'il y ait plein de parents qui achètent pour leurs enfants tous les produits qui sont disponibles sur le site. Et puis quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur notre site internet, notre page Facebook ou sur Twitter. Je vous dis à très bientôt. Encore merci Sébastien, et puis merci bonne journée à tous. Pour l'invitation. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir, merci.